Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Audenis, je suis le modérateur de cette table ronde intitulée Une renaissance des villes moyennes. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, on verra à la fin de la session si c'est une omission problématique ou pas. Alors, qu'appelle-t-on ville moyenne? Peut-être le préciser, surtout qu'on est ici, on est à Lyon, donc on n'est pas dans une ville moyenne. Donc, il n'y a pas une seule définition homologuée, mais on voit bien de quoi on parle en gros. Hein. C'est des villes d'une certaine taille, ils ont au moins 20 000 habitants, qui n'appartiennent pas à une métropole. Donc, selon les définitions, on peut en dénombrer 100, 200, voire un peu plus, et elles représentent, on va dire, entre un cinquième et un tiers de la population française. Donc, concrètement, on parle de villes comme Lisieux, Vannes, Niort, La Rochelle, Pau, Béziers, Perpignan, Avignon, Beaune, Auxerre. Et pour donner des exemples de cette région, Chambéry, Annecy, Bourg-en-Bresse, Roanne ou Le Puy-en-Velay, par exemple. Donc rien qu'à cette énumération, on voit qu'il y a une grande diversité des villes moyennes, même si elles ont des caractéristiques communes. Et leur dynamique avant crise pouvait varier grandement, suivant leur connexion aux métropoles, leurs aménités environnementales ou patrimoniales, ou bien sûr, évidemment, la santé de leurs grands employeurs locaux. Alors, qui dit renaissance des villes moyennes dit qu'elles avaient des petits problèmes avant. Et effectivement, beaucoup de villes moyennes souffrent d'une part de la concurrence des métropoles en termes d'attractivité économique, mais aussi beaucoup souffrent également de la dévitalisation de leur centre-ville au profit de leur périphérie immédiate. Alors, ces derniers temps, la question de la dynamique des villes moyennes est reconsidérée, schématiquement pour deux raisons, chronologiquement. D'abord, elles sont redevenues au cœur de l'attention des pouvoirs publics, qui sont à nouveau sensibles au rôle des villes moyennes dans la cohésion des territoires. Je pense en particulier au dispositif Action Cœur de Ville, qui a été lancé fin décembre 2017 et qui est ciblé sur les villes moyennes. Et puis ensuite, évidemment, la crise Covid, qui est vue comme une opportunité pour les villes moyennes, avec les aspirations des ménages à plus d'espace, plus de proximité avec la nature et le développement du télétravail. Donc, dans ce contexte, plusieurs questions se posent. Ce regain d'attractivité est-il réel? A-t-on des données tangibles pour le mesurer, au-delà des articles de presse ou de témoignages d'agents immobiliers? Quelle ville moyenne en bénéficie? Ce regain d'attractivité sera-t-il durable une fois la crise derrière nous? Et puis enfin, les villes moyennes ont-elles les infrastructures, notamment de transport, pour accompagner cette renaissance? Alors pour nous aider à répondre à ces questions, donc nous avons ce matin avec nous, et je fais dans l'ordre de passage, Nadine Levrato, donc économiste, directrice de recherche au CNRS, directrice d'Economics, unité de recherche du CNRS à l'Université Paris-Nanterre. Nadine Levrato rappellera la diversité des villes moyennes et examinera ce qu'on peut dire des nouvelles dynamiques post-Covid. Pierre-Henri Bonneau, chercheur au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, nous présentera les résultats d'une enquête réalisée cet été qui permet d'analyser les perceptions socio-économiques des habitants en fonction du type de territoire dans lequel ils vivent, et donc en particulier de leur envie de changement. Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, expliquera en quoi l'industrie peut contribuer à la dynamique des villes moyennes et reviendra en particulier sur l'expérience des territoires d'industrie. L'accessibilité des villes moyennes et plus largement leur connexion aux métropoles ressort comme étant un déterminant important de leur attractivité, et Bénédicte Guénaud, directrice marketing du groupe Keolis, pourra nous livrer un témoignage au plus près du terrain. Enfin, sur la base de son expérience en tant que membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes,
en charge du développement régional. Didier Bruno nous livrera un témoignage sur les enjeux de financement des entreprises et des projets immobiliers et les dynamiques éventuellement nouvelles qu'il constate depuis la crise sanitaire. Donc j'ai demandé à chaque intervenant de ne pas dépasser 10 minutes pour chaque intervention. Je vois que certains n'avaient pas compris cette consigne. Mais je pense que c'est important pour qu'on ait le temps pour les questions. Et alors je pense qu'il y a, je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais normalement, vous devez avoir un numéro qui s'affiche pour ceux qui sont en ligne. Et pour ceux qui sont dans la salle, soit vous nous envoyez un SMS, soit on prendra les questions dans la salle. Voilà, je passe la parole à Nadine Levrato. Bonjour, non, ce n'est pas mon PowerPoint, voilà, c'est celui-là. Bonjour, merci pour cette invitation à débattre de la question de la renaissance des villes moyennes. Alors, spontanément, j'ai mis un point d'interrogation. Je n'imaginais pas que ce puisse être une assertion. Je suis désolée. Donc, en 2 mots, hein, je suis économiste et donc j'ai un biais, c'est-à-dire que je travaille sur des données particulières qui sont des données d'emploi. Et pourquoi des données d'emploi? Parce que les travaux que nous avons conduits depuis plusieurs années, non seulement sur la question des villes moyennes, mais plus globalement sur la question des territoires abordés soit par le prisme des métropoles, soit une analyse comparative générale de la France entière sur les différentes zones d'emploi ou EPCI, nous ont amené à faire donc des comparaisons à partir de ces données d'emploi issues de fichiers de l'INSEE. Ah oui, pardon, c'est moi qui ai là. Alors, les villes moyennes, comme l'a dit Cédric Odny en commençant, il existe plusieurs définitions. Et suivant la source, on n'a pas les mêmes bornes, on n'a pas les mêmes listes qui sont mises en évidence. Et dans une recherche que nous avons faite il y a 2-3 ans pour l'Institut CDC pour la recherche et l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, nous avons identifié non pas des communes correspondant à des villes moyennes, mais des zones d'emploi qui permettent d'approximer ces villes moyennes. Alors pourquoi cette définition ad hoc? Premièrement parce que travailler à l'échelle de la commune sur le plan économique, ce n'est pas forcément une bonne idée, étant donné que la commune c'est une limite administrative, que souvent les communes sont interreliées et que, en revanche, la zone d'emploi, c'est intéressant parce que c'est là où réside et travaille au moins 60% de la population. Donc, on a une vision à la fois économique et sociale de la question. Donc, vous voyez sur cette carte en rouge le positionnement des zones d'emploi correspondant à des villes moyennes et deux remarques. La première, c'est qu'elles sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Bon, on s'en doutait un peu. Deuxième remarque, c'est qu'elles sont clusterisées, agglomérées. Hein. Et troisième remarque, c'est que ce qui est en jaune, donc ce qui n'est pas ville moyenne, n'est pas forcément rural, puisque les métropoles ne sont pas des villes moyennes et donc sont comprises dans l'ensemble non-villes moyennes. Donc ça représente à peu près 9,5 millions d'emplois par rapport à 26,7 millions dénombrés pour la France entière. Donc c'est un gros tiers du total. Alors, ces villes moyennes ont des dynamiques qui sont assez différentes. Alors, vous allez dire, vos données sont vieilles. J'admets, ça s'arrête en 2015. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, les données s'arrêtaient à cette année-là. Et de plus, nos statisticiens de l'INSEE ont interrompu le fichier sur lequel nous travaillions à l'époque, qui s'appelle le fichier connaissance locale de l'appareil productif.
qui permettait donc de mesurer l'emploi par établissement à l'échelle locale. Ils l'ont remplacé par un autre fichier qui s'appelle Flores, et il n'est pas possible d'apparier les deux fichiers. Il y a de grosses ruptures de série. Des travaux sur la rétropolation sont actuellement en cours, mais c'est assez problématique. Néanmoins, la période 2009-2015 n'est pas complètement inintéressante non plus, parce que c'est une période post-crise, et à l'heure où on parle beaucoup de résistance, de résilience des territoires au choc macroéconomique suite à la crise majeure que l'on vient de vivre et de laquelle on n'est pas complètement sorti, on a des intuitions qui peuvent être tirées de ce qui s'est passé sur ces 5 années consécutives à la crise financière de 2008-2009. Alors, on voit que la résistance au choc n'est pas du tout la même, et surtout le rétablissement suite à ce choc peut varier considérablement d'une zone d'emploi ville moyenne à l'autre, avec donc des territoires qui performent mieux que d'autres, qui sont à peu près eux aussi répartis sur l'ensemble du territoire, et évidemment des couloirs comme celui qui est le long du Rhône, par exemple, où on a eu, du fait de la dynamique d'ensemble de ce territoire, sur Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, davantage de facilité à récupérer après la crise. Même chose pour la côte atlantique. En revanche, les territoires en difficulté, les Hauts-de-France par exemple, et une partie de l'Est de la France voit des villes moyennes qui ont une dynamique post-crise, post-première crise, qui est beaucoup moins intéressante. Donc une diversité, là encore, de ces territoires qui est notable. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est de savoir si toutes les villes moyennes, finalement, au-delà de ces disparités géographiques, se comportaient de la même façon. Et dans la grande idée de la vision du rayonnement des métropoles sur les territoires alentours, qui a guidé la loi MAPTA, mais que l'on entend encore évoquer de temps à autre, nous avons distingué les villes moyennes contiguës aux métropoles et celles qui sont séparées par au moins une zone d'emploi des métropoles. Et donc, on a 162 Z2 villes moyennes dans l'ensemble, 65 qui sont contiguës aux 22 zones d'emploi métropolitaines et les autres qui ne le sont pas. Donc, on voit ici que la croissance, lorsque je la décompose, ou la croissance, ou en l'occurrence la décroissance de l'emploi, varie selon le positionnement des villes moyennes par rapport à la métropole, et en particulier, de manière globale, les métropoles ont eu sur l'emploi un effet qui est plutôt stabilisant, dans la mesure où quel que soit le type de croissance que l'on regarde, ou le type de variation plus exactement que l'on regarde, on s'aperçoit que les villes moyennes contiguës aux métropoles ont plutôt mieux résisté que les villes moyennes éloignées des métropoles. Donc ça, c'est le premier renseignement. En revanche, et ça c'est aussi une nouveauté par rapport à ce que l'on a encore trop souvent à l'esprit, le découplage entre les évolutions de l'emploi et celles du chômage est visible lorsqu'on regarde le second graphique, où, contrairement aux évolutions de l'emploi, lorsqu'on s'intéresse au chômage, il y a peu de différence entre les villes moyennes contiguës et non contiguës aux métropoles. Donc on a des interrogations qui peuvent se poser à ce sujet sur les mouvements de population et sur la sempiternelle question: est-ce que les personnes suivent les emplois, ou est-ce que les emplois suivent les personnes? Et ce découplage entre emploi et chômage serait une illustration de cette question qui a été fréquemment posée
par l'analyse économique. Toujours en me basant sur cette décomposition de l'emploi, je vais vous présenter un petit graphique. Alors, quand on parle de décomposition de l'emploi, il existe une technique qui s'appelle l'analyse structurelle résiduelle ou shift share, qui consiste à regarder d'où viennent les évolutions de l'emploi qui sont observées. Donc on part d'un taux de variation observé entre 2 années, calculé très classiquement comme un taux relatif, et on décompose cette croissance observée en 3 parties. La partie qui suit le train de macro, donc on regarde de combien évoluerait l'emploi quelque part si cet endroit se comportait exactement comme l'ensemble de la nation, et on purge de la valeur. Ensuite, on ajoute le portefeuille d'activité. Vous savez bien que suivant les secteurs, eh bien, on a des dynamiques différentes. Il vaut mieux avoir des services à forte intensité en connaissance que de la sidérurgie, par exemple. Donc c'est trivial, mais on peut faire ça sur les 38 secteurs de la nomenclature d'activité, et on purge, là encore, chaque zone d'emploi de la variation qui serait le résultat du train sectoriel de chaque secteur présent sur le territoire. Ce qui reste, ce résidu, c'est ce qu'on appelle l'effet local. Et là, vous voyez sur la carte les effets locaux de chaque zone d'emploi correspondant aux villes moyennes. On s'aperçoit une fois de plus qu'il vaut mieux être sur les zones côtières et plutôt dans le sud-ouest, oui, que dans le nord-est de la France, mais qu'il y a des écarts. Par exemple, on peut très bien tirer son épingle du jeu quand on est dans un territoire qui globalement va mal, mais où localement on a un effet local positif, et inversement, on peut aller bien quand dans les zones d'emploi ça va plutôt mal autour. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour des politiques publiques, et les élus locaux, les acteurs locaux, c'est peut-être des entreprises, comme dans le cas des territoires d'industrie, c'est peut-être des pairs aussi de politique et d'industriels, qui vont exercer un effet particulier sur le climat des affaires, je dirais, à l'intérieur du territoire. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il? On nous dit depuis mars 2020 que la pandémie a radicalement bouleversé les choses, et que les villes moyennes seraient en quelque sorte le nouvel Eldorado. Donc, à l'issue de à l'appui de cette thèse, on a eu les premiers mouvements. Les Parisiens partent de Paris et vont se confiner dans leur résidence secondaire. Le télétravail va fixer les choses. Regardez, Paris se vide. Alors, l'attention qui est portée aux villes moyennes n'est pas nouvelle. Vous avez cité les politiques Action Cœur de Ville, les villes moyennes témoins auparavant. Donc, on a quand même une attention qui est portée, qui a été renouvelée avec ce que l'on a appelé la géographie du mécontentement, qui expliquait pourquoi les gilets jaunes n'étaient pas issus de n'importe où, mais de ces villes moyennes en déprise. Alors, nourrit particulièrement cette thèse en faveur des villes moyennes, les micro-trottoirs, les associations d'élus, et on a aujourd'hui une tendance à s'interroger, et c'est légitime, sur l'effet d'une possible démétropolisation. Alors c'est vrai que le prix du foncier, il a tendance à exercer un effet centripète depuis les métropoles. L'appétence pour la maison individuelle, qui n'est pas nouvelle, mais qui a peut-être été renforcée par le Covid, et surtout les politiques industrielles qui semblent se dessiner et qui développent un intérêt pour les territoires urbains, et donc principalement les villes moyennes, pourraient rééquilibrer les choses et favoriser un développement des villes moyennes. Cependant,
Il existe des tendances qui vont dans le sens contraire. Tout d'abord, c'est que les villes moyennes qui se développent sont principalement situées à la périphérie des métropoles. Donc ça, c'est de la métropolisation très relative, puisqu'on reste au sein des mêmes bassins de vie. Ensuite, toutes les villes moyennes qui sont bien interconnectées en termes de transport bénéficient du mouvement. En revanche, celles qui ne sont pas reliées aux autres grands centres urbains ne semblent pas vraiment bénéficier de l'attrait qu'exercent les autres. Ensuite, il vaut mieux avoir des villes moyennes qui sont situées autour des grandes régions métropolitaines, et je pense aujourd'hui à ce qui se passe dans l'Ain, dans l'Eure ou dans le Maine, alors que dans l'Allier ou la Corrèze, on ne voit pas de tels mouvements de population. Donc au total, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de données, il faudra attendre le recensement général de la population pour en savoir un peu plus. Donc on a beaucoup de discours d'agents immobiliers qui espèrent avoir des effets de culbute sur les prix. Mais ce qu'interrogent ces constats très préliminaires sur les villes moyennes, c'est la notion même de ville moyenne. On a une très grande catégorie qui fait finalement penser à la situation des PME. L'essentiel des villes sont des villes moyennes. On a une catégorie très large. Et aujourd'hui, il serait intéressant de dresser une typologie à partir des données dont on peut disposer et dont on disposera dans le futur pour véritablement catégoriser en termes statistiques précis cette notion de ville moyenne. Merci beaucoup. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation de la part des GECO, merci d'être venu nous écouter. Alors je m'appelle Pierre-Henri Bonneau et on m'a présenté au LIEP, mais j'ai changé depuis, je suis toujours à Sciences Po, mais je suis dans un labo alors je suis économiste, mais je suis dans un labo de sciences politiques, donc le CEVIPOF de Sciences Po, et ce qui m'a permis en tant qu'économiste d'avoir accès à des enquêtes. Et je me suis dit, ces enquêtes qui, normalement, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours pour le politique, mais je dis, est-ce qu'on peut l'utiliser autrement et pour essayer de voir un petit peu, pour connaître, est-ce qu'il y a des différences entre les territoires en termes de bien-être. Et j'ai cette chance, c'est qu'on a deux grandes enquêtes au CEVIPOF que l'on a fait en 2019, donc avant la crise. Et en 2021, pardon, je me suis trompé ici, c'est 2021, en juillet 2021. Et alors moi, je suis un économiste urbain. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que j'appelle la monocentricité, c'est-à-dire comment les choses changent par rapport à la ville-centre et quand on s'en éloigne. Voilà. Moi, ma grille d'analyse, c'est toujours de regarder à la distance au centre comment les choses changent. Et pour cela. Donc voilà les deux enquêtes que je vais vous présenter. Une du 7 au 11 juillet 2021 qui avait 10 000 personnes. L'autre du 14 au 26 juin, la première 2019, avec 15 000 personnes. Et vraiment, l'avantage de ces enquêtes, c'est qu'elles sont sur des grands échantillons. Et ces grands échantillons nous permettent de décomposer cela dans les territoires. Mais elles ne sont pas représentatives de ces territoires. C'est pour ça que ce que je vais vous présenter, c'est un travail qu'on appelle conditionnel. C'est-à-dire que les résultats que je vous présente, ils sont conditionnés pour le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu du foyer, la situation du foyer, si vous êtes célibataire avec des enfants, le statut du logement, propriétaire accédant, locataire du parc social. Et si la personne de référence, et si le répondant est la personne de référence du foyer. Voilà. Donc tout ça nous permet de donner des résultats en contrôlant pour toutes ces caractéristiques. C'est comme si l'on nettoyait pour toutes ces caractéristiques. Donc ce qui reste, c'est une analyse résiduelle, mais en tout cas, on espère prendre en compte toutes ces caractéristiques. Et bien sûr, comme tout le monde, j'ai fait ma propre définition des territoires. Et j'ai voulu mélanger deux grandes
conception de l'INSEE, qui est les AAV, les aires d'attraction des villes. Donc l'INSEE définit voilà, toutes les communes qui sont dans une AAV, dans une attraction d'une ville. Voilà, vous les voyez ici dessinées. Et au sein de ces aires, j'ai essayé de regarder la commune-centre, donc ici c'est la plus peuplée, celle qui fait partie de sa banlieue, c'est-à-dire qu'il y a un continuum urbain, et enfin celles qui sont dans l'aire de la ville, qui sont dans son attraction, mais qui ne sont pas reliées par un continuum urbain. Donc, on a défini différentes AAV, les moins de 200 000, donc différentes aires urbaines, 500 000, de 500 à 1 million, celle de Paris. Et au sein de ces aires urbaines, on regarde un petit peu où l'on se situe, dans la ville-centre, en banlieue, dans une deuxième, je dirais, unité urbaine de cette ville-centre, de cette agglomération, ou alors complètement hors d'une unité urbaine. Et voilà, donc on va passer directement aux questions. Et ce que l'on regarde, ça s'interprète toujours par rapport à la ville de Paris. Le fait est donc plus ou moins que Paris. C'est moi qui ai choisi la commune de Paris comme référence dans ce type d'études. Donc vous voyez en bleu avant le Covid et en vert après Covid. Et ici, dans cette première question, c'est une question que l'on pose, dans quelle mesure êtes-vous heureux de vivre dans votre commune? Et ça prend une note entre 0 et 10, donc les répondants vont avoir la possibilité, voilà, 0, je suis vraiment pas du tout heureux, et 10, je suis vraiment très heureux de vivre dans ma commune. Et si on regarde, on voit qu'en 2019, on est plutôt voilà, assez proche de Paris, donc vous voyez 0, ça veut dire qu'on est ni moins heureux que Paris, ni plus heureux que Paris. Voilà, selon les territoires, on est un petit peu plus heureux, un petit peu moins heureux. En 2021, tout ça change. Lorsqu'on demande aux Français, êtes-vous heureux de vivre dans votre commune, on voit que, à part la banlieue parisienne, l'ensemble des territoires répond de manière toujours supérieure à Paris. Les gens sont plus heureux, répondent être plus heureux qu'à Paris. Voilà, et est-ce qu'il y a un laser? Non, j'ai apporté le mien. On voit qu'ici, dans les grandes aires urbaines, c'est ceux qui se trouvent hors pôle urbain, donc dans ces petites villes qui ne sont pas reliées de manière avec une urbanité à la ville-centre, qui semblent être le plus heureux. Et on va s'apercevoir que c'est souvent le cas. C'est souvent les communes qui se trouvent dans l'aire urbaine, qui bénéficient des avantages de l'aire urbaine, mais qui n'en sont pas contigus, où les gens sont répondent être le plus heureux. Deuxième question, au cours des 5 dernières années, le cadre de vie de votre commune s'est-il amélioré ou dégradé? 0 dégradé et 10 s'est amélioré. Et là, pareil, déjà par rapport à Paris, les gens répondaient que la situation s'était plus améliorée que Paris. Et on voit apparaître ce qui m'intéresse à moi, c'est-à-dire des gradients urbains, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez du centre, dans chacune des types d'aires urbaines, on voit apparaître, on pense que la situation c'est plus améliorée, plus on s'éloigne du centre. Et dans les petites aires urbaines, on ne voit pas apparaître de gradient, donc il n'y a pas de différence entre la périphérie et la ville-centre la plus peuplée. Et donc là, pareil, on voit que de 2019, avant Covid et après Covid, il y a eu, par rapport à Paris, donc ça s'interprète toujours par rapport à la commune de Paris, une augmentation de la différence entre l'appréciation du cadre de vie dans la commune. La prospective, pareil, de la même manière, les deux courbes se rencontrent. On avait posé la question au cours des 5 dernières années. Et quelle est la prospective? Comment les gens voient la vie qu'ils vont avoir dans leur commune? C'est au cours des 5 prochaines années. Le cadre de vie de votre commune va 0, beaucoup se dégrader,
10 beaucoup s'améliorer, et on a à peu près la même structure que ce que l'on avait pour les 5 dernières années, c'est-à-dire que les gens qui vivent en dehors de Paris, en moyenne, ont tendance à évaluer que ça va moins se dégrader que Paris, et on voit des gradients urbains du centre à la périphérie. Alors ça, c'est une question, bien sûr, on s'est intéressé après Covid, mais on n'y avait pas pensé avant, c'est est-ce qu'il va y avoir des changements, ces fameux changements structurels, est-ce que le Covid va entraîner des changements structurels? Donc on a essayé de voir des premières questions, et ici, on en avait toute une liste, je vous en présentais quelques-unes, sur une échelle allant de 0 à 10, 10 voulant dire pas du tout envie, 0 voulant dire pas du tout envie, et 10 voulant dire très envie, quelle serait aujourd'hui votre envie de changer de commune de résidence? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport à Paris, tout le monde, tous les territoires ont beaucoup moins envie, à part les villes-centres des grandes aires urbaines et la banlieue parisienne, qui a une envie bien supérieure à Paris. Donc ici, 1 point, ça correspond à presque 20%. Donc c'est quand même un changement qui est assez fort. Voilà. Et on voit que si on demande aux gens, si on demande aux Français, voilà, voulez-vous, et en contrôlant pour leurs principales caractéristiques sociodémographiques, on voit qu'ils ont quand même très envie dans les centres-villes, dans les grands centres-villes, de changer de résidence, de commune de résidence, mais que c'est beaucoup moins le cas dans les autres types de territoires. Et on voit encore ici, dans les grandes aires urbaines, les communes les plus loin, qui sont ceux qui ont le moins envie de changer de commune de résidence. Changer de logement, pareil, là encore, on a des grosses différences par rapport à Paris. Les gens ont beaucoup moins envie de changer de logement. Donc là, la question ne se pose pas, est-ce que je vais changer de commune? C'est juste de logement. Donc on voit qu'il y a quand même des grosses différences jusqu'à 2 points. Donc sur une échelle de 0 à 10, 2 points, c'est vraiment énorme de différence par rapport à Paris. Et on voit quand même, donc toujours ce qui m'intéresse, apparaître des petits gradients, c'est-à-dire plus on est proche du centre, plus on a envie de changer de logement par rapport à des communes qui sont dans le même type d'aire urbaine et qui seraient plus éloignées. Et en fait, enfin 2 dernières, cette fois-ci, sur la profession. Donc on voit que là, il n'y a pas de gradient urbain, mais que les gens sont... Ça dépend des territoires, comparé à Paris. Donc ces résultats s'interprètent toujours comparés à la commune de Paris. Mais en moyenne, on voit qu'ils ont un petit peu moins envie de changer de profession. Voilà, j'ai essayé de ne pas dépasser les 10 minutes. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. C'est intéressant parce qu'on a des regards complémentaires sur ce sujet des territoires et des villes moyennes. Donc moi je vais aborder le même sujet mais sous l'angle, sous le prisme des mouvements de l'industrie qui bougent évidemment moins vite que les travailleurs et même que les emplois. Mais c'est éminemment important, surtout à cette époque où on parle de densification ou de résilience du tissu industriel, voire de relocalisation. C'est important de suivre l'actualité de ces mouvements et de voir si nos débats du moment, avant Covid, post-Covid, sont, comme les précédents qui viennent d'être évoqués, un peu connectés aux observations de terrain ou au contraire déconnectés, détachés. J'aurais 3 remarques. Je fais juste une précision. Je parle de l'industrie. Comme nous, comme la plupart des emplois, l'industrie est principalement urbaine, voire métropolitaine. C'est-à-dire que les principaux emplois industriels sont dans les grandes villes. Les principales usines qui embauchent encore beaucoup de gens dans l'industrie sont dans les grandes agglomérations ou à proximité des grandes métropoles. Mais évidemment, ces emplois industriels sont dilués parmi tout un nombre encore plus grand d'emplois tertiaires, ce qui signifie que les plus grandes villes n'ont généralement pas une identité industrielle qui résonne très fortement. L'aéronautique à Toulouse est la seule exception, et encore, il faudrait voir ce qu'il en est dans les chiffres. Et plus on s'intéresse
aux villes moyennes et encore au-delà aux zones peu denses, plus les métiers tertiaires, serviciels sont les premiers à s'effacer, et donc on voit réapparaître l'industrie comme première force, premier employeur local. Ça ne veut pas dire que l'industrie soit principalement rurale, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'elle qui reste. Donc une fois que j'ai précisé ça, je voulais faire 3 observations. La question qu'on se pose, c'est où fleurit l'industrie et où est-ce qu'elle s'étiole? Et quelle est la nature des territoires qui s'avère susceptible de l'accueillir, de lui fournir un terreau prospère, ou au contraire qui lui pose des difficultés. Je m'empresse de dire que les auteurs des études dont je parle sont dans la salle, donc je parle sous le contrôle. Si vous contestez vigoureusement ce que je m'apprête à dire, vous aurez plus vite fait de vous engueuler avec eux, et Philippe et Nadine, qui est avec moi. Vous devez, enfin, j'utilise parfois cette analogie. Vous connaissez ce tableau d'Ali Galak qui regarde la mer, vu de près, et puis dès que vous êtes à plus de 8 mètres du tableau, vous voyez le portrait d'Abraham Lincoln. Pour l'industrie, c'est un peu pareil. Vu de loin, vu de l'espace, ça ne bouge pas. L'industrie en Europe, elle est en Allemagne, et elle est dans une espèce de lisière approximative qui entoure l'Allemagne, depuis l'Autriche à l'Angleterre de l'Est, et puis le nord-est de la France. Bon, c'était vrai en 1930, c'était vrai en 1960, c'est vrai aujourd'hui. Rien n'a bougé vraiment. Ce qui, au passage, relativise énormément tous les discours qu'on peut avoir sur les erreurs françaises, les fautes politiques, sur le fait qu'on a abandonné notre industrie. Non, la géographie compte énormément dans tout ça. Et donc ça bouge peu. Quand vous vous rapprochez un peu, à la fois dans l'espace et dans le temps, alors vous voyez se détacher effectivement des poches qui ressemblent exactement aux cartes que Nadine nous a montrées tout à l'heure à propos des emplois. Vous voyez bien que l'arc atlantique est plutôt une zone où les conditions semblent favorables au développement de l'industrie, les zones côtières de façon générale. Bon. Et quand vous vous rapprochez encore, vous n'y voyez plus rien. Les pixels chauds jouxtent les pixels froids, c'est absolument indéterminé, ce qui, je reprends les termes de Nadine, montre qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même dans une zone où, a priori, l'industrie semble ne pas bien se porter, il y a toujours des zones d'emploi dans lesquelles il est possible de construire une aventure industrielle, même aujourd'hui, qui fonctionne bien et qui offre des emplois, ou qui n'en détruit pas alors qu'ils sont détruits ailleurs. Deuxième enseignement, il n'y a pas non plus d'effet d'éviction. C'est-à-dire que on pourrait redouter, lorsqu'on est proche d'un territoire industriel florissant, que justement il nous pique l'argent, les capitaux, les travailleurs. Non, il y a plutôt des effets d'entraînement positifs, et il vaut mieux être entouré de voisins forts pour être fort soi-même, ce qui, encore une fois, est plutôt encourageant. Troisième enseignement, la présence des grands groupes, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, est plutôt un actif, un atout, et de nature à favoriser la production d'emplois ou le renouvellement des emplois industriels localement. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on a à peu près dit tout ce qu'on pouvait dire. C'est-à-dire que quand on cherche à, j'ai failli dire théoriser, en tout cas mettre en modèle, mettre en équation, en particulier selon l'analyse Schiffscher que vient de présenter Nadine, les résultats sont un peu décevants. C'est-à-dire que l'empreinte sectorielle, le rôle que jouent les secteurs en expansion comme l'aéronautique, en déclin comme la sidérurgie, est en fait assez faible. Et donc, la capacité d'un territoire à créer ou pas de l'emploi industriel semble finalement s'expliquer essentiellement par 2 choses. Un, la conjoncture nationale, donc la pression fiscale, le coût du travail, la demande, etc., les politiques industrielles. Et 2, le résidu dont a parlé Nadine, c'est-à-dire l'effet local. Alors l'effet local, c'est à la fois la présence des côtes qui sera toujours un avantage, un massif montagneux qui fait que le train ne passe pas, qui sera toujours un inconvénient. Mais au-delà de ça, puisque j'ai dit que la carte était quasiment indéchiffrable intuitivement,
l'effet local, c'est surtout une forme de génie local, climat local, qui souffle ou pas en faveur du développement industriel, en faveur du développement des emplois. Je précise tout de suite que pendant qu'on faisait cette étude, France Stratégie en faisait une autre qui cherchait à comprendre de la même façon la progression de l'emploi tout court, pas uniquement focalisé sur l'industrie, et vous êtes arrivé aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que donc, là, la variable explicative, c'était est-ce qu'on peut comprendre comment l'emploi progresse localement ou pas en fonction de la présence de gens diplômés, qualifiés, ou au contraire de la forte présence de gens non qualifiés. Même constat. Les modèles ne l'expliquent pas, ou très peu, et donc il souffle ou pas un vent favorable à la création d'emplois. Donc je reviens à l'industrie, qui est mon sujet ce matin. Donc on va sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on comprend pourquoi est-ce que le modèle ne réussit pas à exprimer seul, en quelques résultats, les recettes du succès. C'est que même les bonnes pratiques, comme on dit, même les territoires sur lesquels on a pu constater une vitalité industrielle, ne sont pas redondants entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les mêmes schémas. Par exemple, Cognac, une moyenne, à l'évidence, il y a une forme de mobilisation des acteurs économiques au service d'un produit. Il y a une forte identification à un produit, le cognac, qui s'exporte, dont on sait qu'il est prisé aux États-Unis par les rappeurs américains en plus. Et donc, bref, il y a quelque chose qui fait que les gens sont plus prêts qu'ailleurs à se faire confiance, à se faire crédit, à créer des emplois, à s'embaucher. Bref, ça crée des emplois. Dans un autre territoire, comme l'Alsace par exemple, il n'y a pas forcément un produit, ni même un secteur qui tire l'ensemble des forces vives, mais il y a une culture propice à l'industrie et au développement industriel. Évidemment, on a vite fait de se dire que ça serait une culture proche de celle qui prévaut en Allemagne ou en Suisse, pour des raisons géographiques. Mais là encore, on observe une forme de connivence, de complicité et de confiance, donc, entre les acteurs économiques, notamment les porteurs d'entreprises de taille intermédiaire, et c'est favorable au développement industriel. On observe ce même genre de connivence dans deux territoires qui n'ont absolument aucune proximité géographique avec l'Allemagne. Je pense à la Vendée, par exemple. Quand vous discutez avec les gens, vous constatez que telle personne, plus jeune que moi, a eu l'audace de fonder une start-up dans les ciments froids, c'est-à-dire les ciments qui n'émettent pas, dans la fabrication, la production n'émet pas de CO2, et qu'il a pu démarrer parce que son voisin d'en face lui a filé de l'argent, alors qu'il ne travaille pas du tout dans le même secteur, et juste, il lui a dit, bah voilà, je te fais confiance. Donc il y a des territoires où ceci s'observe, et vous avez compris, des territoires où ceci ne s'observe pas. J'en viens à l'opération des territoires d'industrie. Si vous ne connaissez pas, c'est une proposition qui a été faite par le gouvernement, par l'État, pour que les territoires puissent renforcer leur dynamique de création d'emplois industriels. Cette opération avait été, dès le début, qualifiée d'assez astucieuse parce que, en rupture avec certaines politiques un peu tout corsetées, formatées ou descendantes, l'État proposait aux agglos, aux EPCI, il s'appelait un panier de services, c'est-à-dire que mettait à disposition plusieurs prestations possibles, des jours de conseil, et à charge pour chaque territoire de piocher dans ce panier de services pour se constituer à façon une politique industrielle territoriale qui corresponde à son projet et à ses contraintes. Alors, j'ai dit que ça avait été salué comme une politique astucieuse, à une réserve près, c'est que ça faisait pas très longtemps qu'on venait de se mettre d'accord sur les compétences territoriales de l'État, des régions, des agglos. Et il avait notamment été dit que c'était les régions qui avaient désormais les compétences exclusives en matière de développement économique. Bon, les territoires d'industrie ont été conçus par l'État s'adressant directement aux agglos, c'est-à-dire en passant dans le dos des régions qui ne l'ont pas très bien pris, évidemment. Donc de ce point de vue-là, c'était quand même un peu gribouille. Mais on le
présentée quand même comme une opération astucieuse. Une fois qu'on a vu, qu'on laisse un peu les acteurs s'emparer de ces dispositifs et qu'on regarde un peu comment est-ce que ça marche, quels effets ça produit, on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça agit comme un révélateur de ce contraste entre les territoires où la confiance souffle et où elle ne souffle pas. Je ne sais pas le dire autrement. Pour un économiste, c'est un peu frustrant d'utiliser des métaphores aussi vagues ou aussi qualitatives, mais il est quand même bien difficile de pouvoir mettre en avant d'autres résultats. Typiquement, quand l'opération territoire d'industrie a été proposée, vous avez des territoires, Saint-Nazaire typiquement, où on nous a dit on n'avait pas bien compris ce que c'était, donc on est allé voir. On a tous pris nos vélos et on est allé écouter pour comprendre quelle était cette offre de service qu'on nous apportait. Il y a d'autres territoires où on m'a dit on n'a pas bien compris ce qu'il s'agit de proposer, donc j'y suis pas allé, 2, j'ai donné ordre à ceux qui travaillent pour moi de ne pas y aller non plus. Ce qui prouve bien que s'expriment localement des cultures différentes, favorables ou pas à la création d'emplois et au développement industriel. Il y a un côté tragédie grecque, si vous me permettez cette expression, parce qu'on a l'impression que c'est la victoire du long terme sur toute autre forme de proposition qu'on puisse faire pour aider certains territoires à se revitaliser. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors on cherche à comprendre. Certains, par exemple, avancent l'hypothèse que dans des territoires qui ont été pendant près d'un siècle marqués par exemple, les activités minières et sidérurgiques, avec la présence presque omnipotente de quelques grands groupes qui complétaient leur rôle économique, en plus par un rôle quasi social. Enfin, on pense au développement par exemple, du paternalisme industriel dans quelques territoires. Si 100 ans après, vous retirez d'un territoire ces quelques clés de voûte qui ont tenu ensemble des populations entières, alors vous laissez des gens, pas uniquement sur le carreau, mais le souffle coupé, en fait. Et ensuite, lorsque vous leur dites « on a une super idée, on va vous proposer un panier de services et vous allez pouvoir recréer votre industrie », vous avez plus de mal à convaincre que dans un territoire comme Saint-Nazaire, où les chantiers Atlantique et Airbus ont contribué, décennie après décennie, carnet de commande après carnet de commande, à faire en sorte que l'industrie soit perçue comme une barre de l'ADN de la ville. Bon. Dernière remarque, parmi les quelques observations qu'on peut faire à l'issue de ces observations de terrain, il y a quand même une leçon, c'est que les compétences sont un actif clé. C'est-à-dire que les compétences sont à la fois ce qui permet au territoire de prospérer lorsque ça va bien et que les carnets de commandes se remplissent, d'où d'ailleurs la question en ce moment très prégnante des pénuries, des difficultés de recrutement, pardon. Mais c'est aussi les compétences qui permettent à un territoire de se réorienter, et Dieu sait que c'est compliqué pour un territoire entier de sortir d'une impasse économique ou industrielle pour embrasser une nouvelle filière ou une nouvelle trajectoire économique dont personne n'avait eu l'idée jusqu'à présent. Mais ce qui permet ça, et le pivot sur lequel ce mouvement de bascule peut opérer, ce sont les compétences, c'est-à-dire l'activation des ressources qui sont en chacun de nous et le fait de disposer de gens qui sont prêts à changer de métier et qui ont une forme de savoir-faire qu'ils vont pouvoir valoriser. Ça s'est notamment vu, alors ça se voit un peu dans certains territoires, à plus forte échelle encore, ça s'est vu dans le cas du secteur automobile britannique. Le Royaume-Uni s'est fait lessiver sur le plan industriel dans le secteur automobile, il n'y a plus une seule marque battant pavillon britannique, mais les gens sur place, les centres de recherche, les labos, les instituts, les ouvriers, bref, tout le monde ont gardé ce qu'il faut de compétences et de dynamisme pour attirer des groupes à capitaux étrangers, ce qui fait que le Royaume-Uni aujourd'hui fabrique, vend et exporte plus de véhicules que la France, qui a pourtant gardé ses constructeurs nationaux. C'est une illustration du fait que les compétences sont un ferment local extrêmement précieux pour la vitalité industrielle des territoires. Je vous remercie.
Merci Vincent. Je me permets juste de rebondir sur tu faisais référence tout à l'heure à une étude de France Stratégie sur le dynamisme des zones d'emploi. En fait, c'est une étude qu'on a mise à jour d'ailleurs cette année suite à la crise. Donc on a essayé de comprendre le dynamisme des zones d'emploi, enfin le dynamisme à l'envers, l'évolution de l'emploi en 2020 jusqu'au début 2021. Et ce qu'on a trouvé encore, c'est qu'alors qu'on passe son temps à dire que la crise est sectorielle, malgré cela, c'est l'effet résiduel qui explique une majorité de l'hétérogénéité de la réaction des zones d'emploi. Donc l'effet résiduel est supérieur à l'effet de structure sectorielle. Alors même, encore une fois, qu'on sait que la crise a eu un effet très structurel, très sectoriel. Et deuxième point qui nous ramène à notre sujet, on s'est aussi amusé à regarder dans quelle mesure la réaction de l'emploi dépendait du type d'agglomération, métropole, grande ville, petite ville, etc. Et là, on n'a vu aucun effet. C'est-à-dire que contrairement à l'intuition, pour l'instant, les métropoles, on parle en emploi et pas en population, mais en emploi, on ne voit pas d'effet différencié de l'emploi des métropoles par rapport à l'emploi des grandes agglomérations et lui-même par rapport à l'emploi des petites agglomérations, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le verra pas plus tard, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de dispositifs, et notamment l'activité partielle, qui ont pu amortir et différer l'effet sur l'emploi. Du coup, je passe la parole maintenant à Véronique Guénaud. Bonjour à toutes et tous, et merci pour cette invitation au GECO. Donc, je représente le groupe Keolis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un groupe qui opère des réseaux de transport dans le cadre majoritairement de délégations de services publics. Et donc, nous sommes ici à Lyon. Nous opérons pour le compte du Citral le réseau TCL. Plus dans la région également le réseau de Chambéry ou le réseau de Bourg-en-Bresse. Voilà, donc on n'apparaît pas sous la marque Keolis, mais sous le nom du réseau plus généralement. Donc je vais vous parler d'enjeux de mobilité, puisque qui dit renaissance des villes moyennes signifie aussi qu'il va y avoir un enjeu sans doute à ce que les gens qui viennent vivre dans les villes moyennes puissent aussi s'y déplacer, puisque c'est un service offert à la population. Donc, en termes de transport, les villes moyennes, elles ont quand même des caractéristiques communes qui les différencient des grandes villes. Et ça, de manière générale, tout d'abord, elles ont une fiscalité spécifique qui est finalement limitée pour financer les transports publics, qui s'appelle le versement transport. Et alors que pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le versement transport a été créé en 1974 avec une limite à 1%. Il n'a été créé qu'en 1982 pour les villes moyennes de plus de 30 000 habitants, avec une limite à 0,5%, ce qui veut dire qu'effectivement, on a déjà perdu, j'allais dire, 7 ans pour développer des réseaux de transport avec un financement limité. Et il a fallu attendre 10 ans de plus pour que les agglomérations de plus de 20 000 habitants aient aussi accès à cet impôt, j'allais dire, qui permet de financer les réseaux de transport public. Donc, de manière, je dirais, quasiment mécanique, moins de ressources a voulu dire moins de développement d'offres de transport dans les villes moyennes, et donc, par conséquent, des capacités moindres, et qui se sont passées dans les années 80, à l'époque où, après la crise pétrolière, il y avait sans doute une aptitude au changement de mode de transport meilleur, et donc il y a un peu cette marche qui a été ratée. Ce qui fait que dans les villes moyennes, on a bien sûr un culte de la voiture qui est quand même le mode prédominant. Alors ça s'explique à la fois parce que, ce que je viens de dire juste avant, il y a finalement une offre de transport plutôt limitée dans les villes moyennes, mais aussi parce qu'il est très facile de se déplacer en voiture, du fait de la moindre congestion, du fait de facilité de stationnement, du coût moindre du stationnement, du fait aussi de la morphologie des villes, qui fait qu'on est dans des villes où les distances sont plus courtes, donc où finalement se déplacer
en transport en commun peut être pénible, surtout quand on doit attendre un bus pendant 30 minutes ou 1 heure. Assez logiquement, soit les gens prennent la voiture parce qu'elle est en bas de chez eux, soit ils vont à pied. Et donc, l'autre grande caractéristique, c'est qu'effectivement, dans les villes moyennes, on a aussi une part assez prédominante des gens qui utilisent la marche à pied comme un mode de transport à part entière, puisque dès que, j'y dirais jusqu'à 20 minutes de marche, entre 1 et 2 km, on va à pied parce que c'est plus simple que d'attendre un bus. Et pour certains, si on ne dispose pas de voiture, finalement, ça devient le mode privilégié. Donc, voilà, rapidement un peu la photographie des modes de transport dans les villes moyennes. Et puis, on a aussi le fait, et ça on l'a vu dans plusieurs de nos études, que le réseau de transport en commun souffre quand même d'une image, d'une valeur d'usage assez faible dans ces villes moyennes. Alors, aujourd'hui, effectivement, on voit une attractivité des villes moyennes qu'on a mesurée dans des enquêtes plutôt qualitatives, puisque chez Keolis, on mène pas mal d'enquêtes de type entretien, focus group, auprès d'habitants ou de Français. Et il s'avère qu'on peut catégoriser qui sont les gens qui aujourd'hui vont se déplacer, vont être attirés par les villes moyennes. Alors, comme ça a été dit précédemment, toutes les villes n'attirent pas. On s'aperçoit quand même que les gens préfèrent soit aller dans des villes plutôt touristiques, balnéaires, donc effectivement la côte sud, toute la façade atlantique, où il y a une certaine qualité de vie, où il y a des loisirs, un patrimoine naturel intéressant. Donc, première grande catégorie de villes. Et puis, deuxième autre grande catégorie qui a été citée, c'est les villes moyennes périmétropolitaines, donc dans l'entourage assez proche, mais ça peut être parfois 50 km, des grandes villes. Si on prend la région lyonnaise, on pourrait citer une ville comme Villefranche-sur-Saône ou alors comme Vienne, qui vont effectivement attirer un certain nombre de gens et qui vont avoir un certain dynamisme. Alors, qui sont les gens qui vont être attirés par ces villes? Il y a tout d'abord les retraités, des gens qui vont chercher à s'installer dans les villes moyennes pour le cadre de vie. Également pour garder un logement, je dirais, correct, alors que parfois les revenus baissent. Donc on a quand même un mouvement qu'on observe de personnes qui déclarent vouloir aller s'installer dans des villes avec une certaine qualité de vie. Et en termes de mobilité, il faut imaginer que ces retraités, les retraités d'aujourd'hui, ne sont pas ceux qu'on connaissait il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est des gens souvent actifs, qui font vivre l'économie locale, tant commerciale que culturelle, donc qui aspirent à une mobilité, à un certain rythme de vie et donc à un certain niveau de service. Deuxième catégorie peut-être de personnes, je dirais plus de 60, 70 ans, plutôt des gens qui vont se rapprocher des centres de ces villes moyennes pour leurs services, donc qui vont parfois quitter les bourgs et les villages pour aller s'installer dans des villes-centres où ils vont pas trop grandes, c'est-à-dire pour garder quand même, parce que parfois la grande ville fait peur, mais disposer d'un certain nombre de services, des gens qui parfois ne conduisent pas, soit n'ont pas le permis ou ont peur de conduire, donc qui vont avoir besoin là aussi d'un certain nombre de services de transport qui leur permettent non pas que de se déplacer dans leur ville, mais d'aller aussi parfois dans la ville commerçante un peu plus éloignée. Et puis ensuite, troisième catégorie, dont on entend beaucoup parler, les fameux télétravailleurs, les Parisiens qui quitteraient la région parisienne pour aller s'installer dans les villes moyennes, qui eux vont privilégier le cadre de vie et qui vont vouloir, pour leurs déplacements occasionnels, disposer de moyens de transport, d'accès à la grande ville là où ils travaillent, donc de manière occasionnelle, mais ils auront besoin de se situer soit à proximité d'une gare, soit à proximité d'axes routiers rapides. Et puis on identifie aussi une quatrième catégorie qui sont des foyers plus modestes,
que la grande ville parfois fait fuir du fait de loyers élevés, de renchérissement du coût de la vie, de situations personnelles qui fait que les revenus diminuent, que ce soit le chômage, des divorces. Et donc ces gens quittent les grandes villes pour aller habiter des villes de proximité. J'ai cité Villefranche. Typiquement, c'est une ville dont le dynamisme peut s'expliquer par ce type de mouvement. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de besoin de mobilité de toutes ces populations que l'on voit arriver dans les villes moyennes qui peuvent être effectivement un garant de l'attractivité? Ces populations, elles n'ont pas le même... elles ont eu l'habitude finalement d'avoir des réseaux de transport pour la majorité d'entre elles. Donc elles sont habituées à un certain niveau de service. Donc elles veulent du réseau de transport finalement. Elles ont été habituées à ne pas amener leurs enfants, je dirais, pour des activités extrascolaires, mais qui se débrouillent à prendre le bus ou le métro seuls. Donc ils attendent que les réseaux des villes moyennes, eux aussi, proposent non seulement des cars scolaires et des cars en heure de pointe, mais également une permanence d'une desserte, y compris en heure creuse, y compris le soir, y compris le week-end. Ils attendent aussi que, pour des déplacements plus occasionnels, pouvoir aussi bénéficier d'une desserte, alors qui peut être ferroviaire ou en autocar, par exemple, pour se rendre dans la plus grande ville. Si on prend par exemple le cas de la ville de Vitré, dans la proximité de Rennes, il faut savoir qu'il y a quand même un habitant sur 2 qui se rend à Rennes dans le mois qui précède. Ça veut dire que dans une ville de 30 000 habitants, vous avez quand même 15 000 personnes de Vitré qui ont besoin d'aller à Rennes au moins une fois par mois. Et la majorité d'entre eux sont des occasionnels, c'est-à-dire qu'ils vont y aller qu'une fois dans le mois. Mais une fois dans le mois, je vous assure que ça ne va pas être en heure de pointe, ce n'est pas pour travailler. Ça va souvent être le samedi, ça va être pour une sortie. Donc ces gens-là, s'ils veulent prendre le transport en commun, il faudra qu'on leur offre notamment le retour, par exemple, le samedi soir. Parce que si je vais faire mes courses à Rennes, j'ai peut-être envie d'aller au restaurant et de rentrer ensuite un peu tardivement chez moi. Donc on voit que ces villes moyennes peuvent être attractives, mais les nouvelles personnes qui vont venir habiter vont avoir besoin de services. Si on ne veut pas que la voiture devienne prédominante et qu'elle engorge finalement ces villes moyennes qui vont grossir, il faut là aussi apporter finalement ce niveau de service à ces habitants qui ont eu l'habitude d'un réseau de transport en commun avec une certaine qualité d'offre et permanence d'offre. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives. On a envie de continuer, mais peut-être on se garde pour la discussion et je passe la parole à Didier Bruno. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Donc moi, je représente la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui est, une petite parenthèse, un mécène et à l'origine de la création des Journées de l'économie. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à des conférences. Une banque comme la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui est une banque régionale, c'est un poste d'observation très privilégié pour voir ce qui se passe sur un territoire. Nous finançons bien sûr des collectivités locales, nous finançons des bailleurs sociaux, des commerçants, des entreprises et bien sûr des particuliers. Et donc ça nous donne, j'allais dire, un poste d'observation intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans notre région? Enfin, dans la région que je connais, hein, puisque c'est ces 5 départements de l'ex-région Rhône-Alpes. Nous n'avons pas le Loire-Drôme-Ardèche, donc nous avons les départements le plus à l'est de la région Aura. Je n'ai pas de données quantitatives fiables, c'est du qualitatif. Vous savez que dans les banques, on a beaucoup d'informations, mais les data, c'est un domaine en gestation qui n'est pas encore complètement sûr. On constate que même bien avant la crise de la Covid, le renouveau des villes moyennes était là. On le voyait comment? On le voyait par le volume de crédit immobilier que nous distribuions. Vous imaginez bien, vous le savez, c'est votre région, hein, que c'est une région qui est extrêmement dynamique. Il y a énormément
de mobilité entre les individus, beaucoup de projets immobiliers. Hein. Je crois qu'on a dû distribuer dans les 12 milliards de crédits immobiliers particuliers sur les 4 dernières années, et je pense que le Crédit Agricole a dû faire pareil, et les banques populaires aussi. Vous parlez des banques régionales. Donc énormément de crédits immobiliers, et on a vu que ces crédits immobiliers, sur le nombre qui étaient octroyés, une partie de plus en plus importante allait vers les villes de taille moyenne. Alors ce que j'appelle villes de taille moyenne, c'est bien sûr des villes comme Villefranche, comme Voiron, comme Albertville, comme Vienne, comme Chambéry. Moi, je ne mets pas Annecy dans les villes de taille moyenne parce qu'Annecy a une spécificité très, très forte. Hein. Pour nous, c'est Annecy-Genève. Hein. C'est une ville très riche, c'est une ville très, très particulière du fait de sa proximité avec l'écosystème genevois. Donc on a constaté ces dernières années des opérations de plus en plus importantes. On a constaté également une fréquentation dans nos agences. Vous savez que c'est un sujet, la fréquentation des agences bancaires. Nous avons des agences, bien sûr, sur tout le territoire, hein, 300, 350 agences. Et donc, dans les villes moyennes, nous avons constaté un regain d'activité depuis quelques années dans ces villes. Donc, tout ça montre qu'il y a, j'allais dire, du frémissement. Avec la Covid, comme dans beaucoup, je pense, d'autres compartiments de notre vie sociale, il y a eu une accélération très très forte de ces tendances. Accélération très forte. Et ça me pousse à plusieurs remarques. Tout d'abord, il y a très souvent une génération de nouveaux élus qui sont arrivés aux affaires, notamment dans les villes moyennes, avec, j'allais dire, l'idée de dire la Covid, c'est peut-être une opportunité pour développer nos villes. Et ça, on le voit sur un certain... Je vais vous parler de certaines innovations que nous suivons avec ces élus, mais une prise de conscience très claire que la Covid est une opportunité de développer nos villes. Alors, dans notre région, vous le savez bien, hein, les villes moyennes, l'attractivité des villes moyennes était portée aussi par des prix à Lyon hein, qui progressent de façon très importante depuis plusieurs années, des prix à Annecy qui sont extrêmement élevés. Donc tout ça, c'était des facteurs qui poussaient aussi hein, vers les villes moyennes. Mais il y a nous on l'a senti, en étant très proche des élus et des chefs d'entreprise, qui avaient une volonté, j'allais dire, de cranter beaucoup plus dans cette nouvelle répartition territoriale. Ensuite, on s'est rendu compte que dans les villes moyennes, tous ces élus avaient mis en place, ou ont mis en place, ou sont en train de mettre en place, avec des partenaires financiers, avec des partenaires étatiques, avec des partenaires régionaux, départementaux, un certain nombre d'outils pour justement travailler sur cette attractivité de leur ville. Ces outils, aujourd'hui, ils sont très nombreux, et c'est important de le dire. Je pense qu'on a tous les outils disponibles, hein, les sociétés d'économie mixte, les syndicats départementaux, et les offices fonciers solidaires, etc. Donc il y a eu les sociétés publiques locales. Il y a eu, j'allais dire, une innovation extrêmement forte en termes d'outils pour préparer et asseoir les politiques de développement demain. Ensuite, deuxième constatation, on se rend compte qu'il y a, j'allais dire de façon un peu triviale, mais il y a quand même beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dispositifs. On a parlé de Action Cœur de Ville, hein, sur lesquelles, dans la région, beaucoup de communes sont assez actives, avec la Banque des Territoires, avec Action Logement, avec tous ces dispositifs qui aujourd'hui, les banques bien sûr privées, tous ces dispositifs qui existent, tous ces dispositifs avec à la clé des capitaux hein, qui sont relativement importants. Donc, j'allais dire, on ne sent pas de problème particulier en termes de finances pour, j'allais dire, travailler cette attractivité. Troisième observation que nous faisons, c'est que les élus et les chefs d'entreprise aussi qui sont sur ce territoire considèrent que l'attractivité, elle doit être plurielle. Il y a bien sûr les mobilités, qui est un vrai sujet. Il y a bien sûr le sujet du logement, qui est un sujet important, de la rénovation du logement, comment prendre soin du patrimoine bâti dans ces villes modernes, mais tout en étant capable aussi de délivrer des logements, j'allais dire, aux normes de confort qu'attendent les
les citoyens. Il y a aussi les sujets de la formation. Il y a aussi les sujets du tourisme. Beaucoup d'élus considèrent que un des facteurs d'attractivité de leur ville, c'est aussi le patrimoine touristique. Et puis, il y a bien sûr le numérique. Et le numérique, c'est quelque chose sur lequel nous, en tant que banque, nous sommes extrêmement sollicités par les élus de ces villes moyennes parce qu'ils considèrent que, à juste titre, que c'est le préalable à l'attractivité de leur ville, d'être capable, quand on va accueillir des collaborateurs qui seront en télétravail, quand on va accueillir des collaborateurs qui vont s'installer définitivement dans ces villes, d'avoir des infrastructures de communication tout à fait performantes. La Haute-Savoie, par exemple, vient de terminer son programme d'équipement fibre. On a un certain nombre de projets dans des villes de taille moyenne autour du numérique, parce que beaucoup d'élus considèrent que le numérique peut être, j'allais dire, un levier pour l'attractivité. Certains y voient cette division du travail entre le monde physique d'un côté, le monde virtuel de l'autre, avec du e-commerce, des plateformes, des capacités aussi à faire du coworking pour des grandes entreprises. On a, par exemple, en Berrieux, en Bugey, une expérimentation que nous suivons, où la ville a envie de créer des espaces de coworking pour des grandes entreprises lyonnaises. Des collaborateurs de ces grandes entreprises iraient travailler quelques jours dans des espaces de coworking. Bon, on suit cette expérimentation qu'on trouve tout à fait pertinente. Bien entendu, ça passe par un sujet d'infrastructure qu'il va falloir résoudre. Donc, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces élus sont un peu des entrepreneurs territoriaux. Ils sont vraiment sur toutes les dimensions, et nous on est, comme d'autres banques bien sûr, et comme bien sûr la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires, à leur côté pour envisager une attractivité globale. Ça c'est quelque chose qui nous paraît important. Bien entendu, sur le foncier, il y a eu beaucoup de dispositifs et les élus sont, on va dire, à la manœuvre pour la maîtrise du foncier, qui est quand même le nerf de la guerre, pour avoir une politique de logement efficace. Je ne vous parle pas des initiatives que certaines villes peuvent faire, notamment sur des offices fonciers solidaires, du bail réel solidaire, ces dispositifs qui permettent de contenir, j'allais dire, l'augmentation du prix du foncier et de permettre à des citoyens d'avoir accès à des logements. Donc ça, ce sont des innovations qui sont très importantes. Certaines villes moyennes également les mettent en place. On a aussi, dans un autre domaine qui nous paraît très prometteur, c'est l'arrivée de l'économie sociale et solidaire. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, je ne vais pas faire de la pub pour Ronalpia, mais on travaille beaucoup avec l'incubateur Ronalpia, qui est un incubateur lyonnais que vous connaissez bien, sur l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup de projets, beaucoup de demandes de la part de villes moyennes sur, j'allais dire, des offres de services qui pourraient relever de l'économie sociale et solidaire, qui, vous le savez, est un compartiment de notre économie qui est extrêmement dynamique et qui va au plus près de la couverture des besoins des citoyens, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'éducation, de certaines formes de mobilité également. Voilà, donc ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est, j'allais dire, cette politique globale, post-Covid, de se dire, c'est peut-être l'occasion de travailler définitivement sur l'attractivité. Une attractivité des villes moyennes qui se voit beaucoup dans une logique, et ça me paraît important aussi, dans une logique de coopération. Et la notion de coopération qu'on sent poindre quand on parle avec tous ces décideurs politiques, ces décideurs économiques, on sent qu'elle est, j'allais dire, en train d'effacer un peu cette logique de concentration dans lequel on a beaucoup vécu. Nous, notre siège est à Lyon, et moi, je me souviens, quand je rentrais le soir de Grenoble, on me disait toujours, tu rentres dans ta principauté lyonnaise, tellement le poids de Lyon était important dans la région. On sent que cette logique est en train un petit peu de s'effacer au profit de logiques de coopération entre les territoires, coopération entre des villes moyennes et les métropoles. On le voit avec des expériences à Grenoble notamment, on le voit avec des expériences qui arrivent sur Lyon. Cette logique de coopération, nous on considère qu'en tant que banque, en tant que tiers de confiance au cœur d'un écosystème, c'est notre rôle de la faciliter, cette coopération. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très prometteur et quelque chose qui est, je pense, de nature aussi à mieux rééquilibrer nos territoires. Cette logique de coopération. Deuxième constatation très positive aussi qu'on fait dans notre région,
mais je pense, Vincent parlait de l'Alsace ou de la Vendée, je pense qu'il y a d'autres régions aussi qui vivent sous ce régime. On a la chance dans notre région d'être dans une logique, j'allais dire, de coopération très forte entre le monde du privé et le monde du public. On a beaucoup d'initiatives. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une banque privée, bien sûr, mais coopérative, mais privée. On a énormément de dispositifs où nous sommes associés avec des entités publiques. L'Action Cœur de Ville, nous travaillons avec la Banque des Territoires, qui est une banque publique, sur un certain nombre de projets. Nous travaillons, j'allais dire, main dans la main. Et ça, c'est quelque chose de spécifique à notre région. Quand j'ai découvert cette région, je l'ai vu très vite. Hein. Ce n'est pas une région qui est clivée sur ce plan-là. Et c'est aussi, je pense, une des conditions du redéploiement efficace de nos territoires, cette capacité de coopération entre le privé et le public. Voilà, donc moi je considère qu'il y a une dynamique, qui n'est pas une dynamique d'exclusion de métropole par rapport à ville moyenne, mais il y a une dynamique de rééquilibrage, il y a une dynamique de coopération qui se met en place. Je pense que les acteurs, et un des acteurs, Vincent en a parlé un petit peu, mais qui nous paraît très important dans notre région aussi, sur le plan économique, c'est le poids des ETI. Et il y a énormément d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont souvent des entreprises familiales, hein, vous les connaissez, vous connaissez ces noms, c'est des entreprises qui rayonnent très souvent au-delà de la France, en Europe et dans le monde. Et je sens que ces entreprises, qui ont été très résilientes hein, pendant cette période de la Covid, qui ont très bien passé cette période de la Covid, ces entreprises sont aussi au cœur d'une coopération un petit peu différente avec les pouvoirs publics, les élus locaux et tout, et avec très souvent les grands groupes. Donc là, il y a des recompositions qui se mettent en place, qu'on observe sur le terrain hein, de façon, j'allais dire, de façon assez prégnante. Hein, de plus en plus, nous sommes, j'allais dire, interrogés par des ETI sur des formes de relocalisation territoriale, sur des formes de partenariats nouveaux. Là aussi, on l'avait vu avec les start-up, mais on le voit vraiment sur le plan territorial, cette répartition territoriale un peu différente qui est en train de se mettre en place. Voilà, et donc la confiance, ce que disait mon collègue, hein, mais je crois que la confiance, effectivement, est au cœur de toute cette forme de résilience territoriale, et que nous avons la chance d'être dans une région qui, j'allais dire, vit plutôt bien cette transition territoriale, avec la chance d'avoir, c'est vrai, des autoroutes qui nous relient bien. Sur le plan des transports collectifs, c'est un peu différent, bien sûr. Et puis des distances qui sont relativement faibles. Bourg-Lyon, Villefranche-Lyon, Voiron-Grenoble, Chambéry-Annecy ou Grenoble, c'est des distances qui sont relativement courtes et qui très certainement autorisent hein, ce type d'évolution. Voilà, un témoignage un peu de terrain pour dire que c'est une vraie réalité et il y a énormément de projets qui touchent aujourd'hui les villes moyennes. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 12 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je crois qu'il y a un micro qui peut, pour ceux qui ne sont pas timides, qui veulent poser leurs questions directement, je crois qu'il y a un micro qui peut venir à vous. Et sinon, vous pouvez toujours, je ne sais pas si on peut remettre le numéro de téléphone, vous pouvez toujours envoyer les questions par SMS. J'ai une question sur un sujet effectivement qu'on n'a pas abordé, mais qui intéresse sûrement plusieurs personnes, sur la place de l'enseignement supérieur. On dit toujours que l'enseignement supérieur est évidemment clé dans les métropoles, puisque c'est les métropoles qui regroupent les plus grandes universités. Mais est-ce que pour autant l'enseignement supérieur est totalement absent des villes moyennes, et dans quelle mesure il peut jouer un rôle dans leur dynamisme? Moi, je cite juste une anecdote, ça m'avait frappé en passant à Besançon, qui est une ville qui est a priori pas forcément très bien placée en termes d'attractivité, mais l'université joue vraiment un rôle clé dans son dynamisme. Oui, je pense que nous allons être deux au moins intéressés par cette question. Alors, l'enseignement supérieur, vaste sujet.
Il y a eu depuis plusieurs années un double mouvement, c'est-à-dire à la fois disperser des établissements d'enseignement supérieur dans l'ensemble des territoires, avec notamment des IUT ou des filières extrêmement spécialisées pour fixer. Alors le cas de Besançon est intéressant parce qu'il y a une tradition de formation autour de la mécanique, par exemple. On a la même chose sur Quimper avec l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, des spécialités. Et en même temps, une tentation à faire des gros campus parce que classement de Shanghai oblige, il faut réunir toutes les ressources sur des sites. Donc on a des mouvements contradictoires. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est plutôt une grosse polarisation des principales forces en matière de second, troisième cycle et recherche, et un foisonnement sur les premiers cycles qui va être renforcé avec la création de ce dont on parle de plus en plus, des collèges universitaires. Dernier rapport, enfin note de la Cour des comptes qui appelle au développement de ces collèges universitaires et la disparition des grands organismes de recherche. Bon, ça paraît un peu étrange, mais je ne commenterai pas plus à ce sujet. On va dire que j'ai un biais puisque je suis au CNRS. La question, c'est de savoir comment ces campus se développent. Est-ce qu'il y a une stricte égalité entre les enseignements qui sont dispensés suivant le lieu? Alors, la solution que propose le ministère, ce sont les campus connectés qui permettraient justement à des lieux délocalisés de bénéficier d'enseignements donnés par des stars de l'enseignement supérieur et de la recherche en visio. Voilà, il y a des tentations, mais ce que l'on voit, c'est quand même une logique de polarisation et de grands sites qui marque très largement le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 points rapides. Le premier est quasiment redondant avec ce que vient de dire Nadine. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'enseignement supérieur apporte un bienfait et soit un moteur, une source de dynamisme pour les territoires et les villes moyennes. La question malheureusement qui se pose, c'est la question réciproque. Est-ce que l'ensemble des territoires et les villes moyennes sont de nature à renforcer les universités à qui on demande d'être au four et au moulin, de briller au classement de Shanghai et de s'occuper de l'ensemble des populations sans distinction, tout ça avec pas de moyens? Évidemment, l'équation est compliquée. Bon. Deuxième remarque, je pose la question à mes collègues. Je suis frappé de la différence de tonalité entre nos échanges et ceux d'hier. En gros, pour faire court et à la hache, on a parlé ce matin de rééquilibrage, d'apaisement, de dynamisme local, et certains d'entre nous ont laissé le point d'interrogation au titre, d'autres l'ont carrément enlevé. Hier, la tonalité, c'était quand même, si je résume, que la crise avait certes été bien gérée et donc avait engendré moins de douleurs et de larmes qu'on le redoutait, mais que le redémarrage allait être probablement source d'une déchirure entre, d'un côté, les happy few détenteurs d'actifs et d'appartements parisiens qui vont voir comme mécaniquement leur capital augmenter du fait des effets mécaniques, des effets des politiques de relance, et de l'autre, tout un ensemble de gens précaires énergétiques, précaires vis-à-vis du logement, etc., pour qui l'équation va encore se tendre. Je suis frappé du contraste entre cette description plutôt déchirante d'hier matin, que je trouve en accord avec l'ambiance générale préélectorale du moment, et notre climat très apaisé, très rassurant ce matin. Et je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux moitiés du constat. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre à cette question qui n'était pas prévue, qui vient de la table ronde. Hier matin, c'était sur
sur les politiques de relance, enfin, et c'est-à-dire les effets de la crise, les effets macroéconomiques de la crise par segment de population. On s'est tous félicités et rassurés de voir que les drames économiques et sociaux qui étaient anticipés il y a 18 mois ne sont pas advenus. En revanche, le redémarrage, la surchauffe et la réallocation des richesses à l'occasion de ce redémarrage ne sont pas neutres, absolument pas. Et donc, il y a à la fois une flambée des prix de l'immobilier, par exemple, et une paupérisation énergétique. Si je peux donner quelques pistes, hein, j'ai évidemment pas de réponse, d'autant que je n'étais pas là hier matin, mais il me semble qu'il y a quand même deux optiques qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a un futur désirable qui se dessine avec les notions de coopération, collaboration, interconnexion, et il y a des tensions qui se font jour à l'intérieur même des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'accentue, parce que ça existait déjà avant, ce sont les tensions internes, c'est-à-dire les différences à l'intérieur du territoire deviennent plus importantes que les différences entre les territoires. On le voyait déjà avant la crise. Et la tendance à l'égalité qui a été montrée récemment par un travail sur les revenus dans les départements que l'on voit, écart que l'on voit se réduire sur les 100 dernières années. En revanche, les inégalités à l'intérieur des territoires, donc quelle que soit l'échelle, hein, le département ou l'agglomération ou la commune, deviennent de plus en plus importantes. Et c'est ça que l'on voit à travers ce que tu dis, où le capital, donc la fortune, comme dirait Thomas Piketty, vient bouleverser ce que l'on peut percevoir en termes de revenus. Voilà, donc il y a ces deux aspects qui ne sont pas antagoniques, mais qui se combinent. Et en termes de mobilité, je pense que c'est devant nous. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pointe, c'est qu'il y a vraiment que la réussite de cette attractivité des villes moyennes, elle passera par un développement de l'offre, parce que sinon, on va continuer à laisser la place maximum à la voiture, à faire que les gens vont devoir toujours posséder une voiture, voire deux. Et donc, quelque part, voire trois. Et effectivement, qu'on va aller devant. Parce qu'on parle beaucoup du vélo, mais voilà, finalement, pour un certain nombre de déplacements de moyenne et de longue distance, ça va bien être la voiture. Et donc, si on n'accompagne pas par du développement d'offres alternatives à la voiture, on va aller devant peut-être aussi un engorgement de ces villes moyennes, de l'accès, on va encore réengorger quand on va aller dans les grandes villes, donc c'est plutôt devant nous, on se dit que, et c'est une opportunité d'avoir, on parle beaucoup effectivement de ces nouvelles personnes qui veulent aller dans les villes moyennes, mais finalement le constat des besoins pour les habitants actuels des villes moyennes existait déjà. Mais c'est vrai que là, la Covid a renforcé, et on en parle plus, donc je dirais, nous on se saisit de ça pour dire, voilà, il y a un vrai enjeu, si vous voulez réussir l'attractivité, vous devez aussi assurer une offre de transport digne de ce nom. Alors, si je voulais continuer sur ce sujet-là, jusqu'à quel point c'est réaliste, puisque si on prend Villefranche-sur-Saône, j'imagine que les gens ils sont contents d'avoir la gare qui les relie à Lyon, mais a priori les gens ils veulent plus d'espace et plus de proximité avec la nature, et je pense qu'ils ne vont pas forcément dans le centre-ville de Villefranche. Ils vont acheter des maisons autour de Villefranche à 1, 2, 3, 5, 10 km. Et est-ce que c'est réaliste d'avoir une offre de transport en commun qui irriguerait tous les petits villages et donc est-ce que c'est pas là je me fais l'avocat du diable, hein, mais est-ce que c'est pas inévitable que ces personnes qui viennent de Lyon prennent leur voiture pour rejoindre la gare de Villefranche? Je pense que c'est évitable. Il faut là aussi qu'effectivement combiner, alors quand on parle du porte-à-porte, bien combiner le réseau de transport qui va permettre d'aller à la gare ou des lignes d'autocar complémentaires qui existent déjà, mais j'allais dire qui sont quand même très insuffisantes quand on voit les flux de population. Donc bien sûr qu'il faut non seulement étudier la liaison principale ferroviaire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à toute heure de la journée, hein, pas uniquement en heure de pointe, mais aussi pendant les vacances, etc. Donc une offre digne de ce nom,
complétée par de l'offre en autocar et évidemment de l'offre plutôt urbaine, avec des systèmes de rabattement, mais on peut aussi imaginer, on parle beaucoup du vélo, voilà, c'est peut-être pas que du transport en commun, des systèmes plus souples, hein, de covoiturage, de vélo en libre service, et puis la marche à pied. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de favoriser la marche, c'est comment aussi on rend les villes moyennes marchables. Ça, c'est un vrai enjeu également, qui n'est pas l'apanage des grandes villes. Alors, il est 10h29, je vois 2 mains qui se lèvent. Je ne sais pas s'il y a un micro par là. C'est par là, vous pouvez relever la main pour que la personne vous identifie. Voilà, le micro arrive. Bonjour. Dans l'attractivité des villes moyennes, vous n'avez pas évoqué les infrastructures de santé. On a parlé de l'université, on a parlé de l'accès au numérique, mais voilà. On parle aussi de déserts médicaux. Voilà. En fait, on pourrait citer tous les services publics, c'est-à-dire décliner l'enseignement sup, la santé, la justice. Et là encore, alors il y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est la distance. En effet, plus on s'éloigne des grandes métropoles, plus la distance entre les personnes et les services est importante. L'autre perspective, c'est le temps d'accès. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de médecins spécialistes par habitant, on s'aperçoit que c'est à la périphérie des métropoles, à la périphérie immédiate des métropoles, que les temps d'accès sont les plus importants. Pour vous donner un exemple, hein, la Seine-Saint-Denis, c'est un désert médical. Ce n'est pas du tout un milieu dispersé. Donc, il y a, dans un contexte de réduction des dépenses de services publics, une équation très difficile à gérer, c'est-à-dire, est-ce qu'on regarde la distance kilométrique, est-ce qu'on regarde des matrices de temps qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à calculer. L'idéal, ce serait de combiner les deux. Je vous rassure, en fait, on combine rien du tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des logiques de rationalisation de l'offre et de contrôle des dépenses. Donc, il y a une tendance à la concentration, même si cela doit se faire au détriment de la proximité géographique. Je crois qu'il y avait une autre main qui se levait. Voilà, on dépasse légèrement, mais on va prendre une ou deux questions. Merci. Non, je vais déjà répondre à M. Charlet, parce que hier, j'étais aux réunions d'hier, aux ateliers, et on a parlé aussi beaucoup hier de résilience, et notamment de la nécessité de moins concentrer les activités économiques dans des grandes villes. Et il m'a semblé aussi qu'on parlait beaucoup, à travers, notamment par la vice-présidente chargée de la métropole, notamment de nouvelles coopérations économiques autour de villes comme Villefranche, comme Rouen, etc. J'aurais aimé savoir aussi ce que vous en pensez. Et ma question deuxième, et celle-ci, n'habitant pas ici, mais plutôt sur la partie ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y existe aussi dans cette région-là, donc à l'ouest, des métropoles, des grandes métropoles, mais surtout très peu de villes moyennes, au sens où les villes moyennes n'atteignent pas 20 000 habitants. Alors ma question est celle-ci, et qu'est-ce que vous pensez aussi de ces villes qui sont moyennes sans être moyennes, dans une région qui est peut-être plus rurale qu'urbaine? Merci. Pour ce que j'en sais, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette. Et donc, en particulier, si on parle de la question du développement économique des territoires, métropolitains ou pas, vous pouvez avoir tous les cas de figure. Celui où la métropole apparaît comme une bonne recette. Parce que non seulement la métropole est florissante, mais en plus, elle irrigue, elle féconde son bassin, son écosystème immédiat. Mais il y a des travaux de l'INSEE là-dessus. Vous avez des métropoles qui fleurissent elles-mêmes sans apporter le moindre bienfait économique au territoire immédiatement alentour. Et puis au contraire, vous avez des métropoles qui s'en sortent pas bien,
avec une couronne qui, elle, peut vivre quand même ou pas. Bon, donc il y a tous les cas de figure. Et surtout, il y a aussi les territoires dynamiques sur le plan industriel ou économique où il n'y a pas de métropole. Par exemple, l'arc du Sud-Bretagne, il y a une sorte de constellation de villes moyennes, Lannion, Vannes, etc., qui ont, notamment dans le domaine agroalimentaire, une véritable vitalité industrielle, et ce n'est pas lié à un phénomène métropolitain. Donc il y a un certain nombre de géographes qui contestent même qui trouvent qu'on a un peu trop parlé des métropoles et qu'on aurait mieux fait de s'intéresser à la diversité des configurations efficaces. Bon, je crois que malheureusement qu'on va devoir s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé de 5 minutes. Évidemment, on aurait envie d'en parler encore durant plusieurs heures, mais c'est peut-être l'occasion de refaire une session ville moyenne l'année prochaine aux Échos. Merci à tous en tout cas et bonne journée.